Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans Pas le temps de jouer, épisode numéro 5, épisode de la rentrée, l'épisode saison 2, on va dire. Qu'est-ce que c'est Pas le temps de jouer comme d'hab? Pour résumer, c'est le podcast où on revient dans le backlog de tous nos jeux, acheter devant les soldes de Steam. On revient voir si c'est toujours intéressant d'y jouer, de l'acheter, en fonction de l'actualité. Et je suis avec Bruno, mon compère habituel. Comment tu vas, Bruno? Ça va et toi? Écoute, t'as ça passé de va. bonnes vacances? Écoute, mes vacances étaient en septembre, donc d'où l'enregistrement un peu tardif de l'épisode. Et toi, c'est bien? Ouais, c'était bien, mais en plus on a fait les vacances au même endroit en fait, mais pas juste en même temps. C'est ça, voilà, à peu près avec 2 semaines de décalage, on est parti dans les Pyrénées, c'était bien sympa. Écoute, on repart pour une saison 2 avec du nouveau matos. Hein. Oui, un bon micro qui fait du bien de mon côté. Ouais, j'espère qu'on va avoir du meilleur son, je pense que moi aussi je vais pas tarder aussi à investir, on va voir pour avoir une qualité audio un peu plus supérieure, donc ça sera mieux, mais là je pense que déjà on va bien régler pas mal de problèmes. J'espère. Oui. Du coup, pour le sommaire de cette rentrée, on va parler de pas mal de choses. C'est quoi tes sujets pour la rentrée là? Moi j'ai joué à plein de trucs cet été, assez différents. J'ai joué à du vieux, du très vieux, du remake et du pas vieux, du jeu récent. J'ai joué à Northgard, j'ai refait les deux Dungeon Keeper et j'ai fait le remake de Wonder Boy and the Dragon's Trap. Ouais, donc tu vois, beau sujet quoi. Petit medley de plein de petits jeux sympathiques, ouais. Ouais, pas vraiment de thématique. Ouais. Pour ma part, écoute, je fais enfin le sujet sur les Souls, donc les Dark Souls, Demon Souls et Bloodborne. Donc je me suis collé dessus un peu cet été, j'ai beaucoup de choses à dire. Oui, j'imagine. J'ai beaucoup de choses à dire et écoute, je te propose, on commence, c'est parti. C'est parti. Écoute Bruno, raconte-nous un peu tout ce que tu as joué cet été, t'as fait pas mal de jeux, alors dis-moi tout ça. Écoute, oui, j'ai beaucoup papillonné en fait, je savais pas trop à quoi jouer. Et vu qu'on a eu 2 mois pleins, forcément j'ai fait plus de trucs. Donc j'ai commencé par Northgard. Alors Northgard c'est un jeu qui est fait par des Bordelais, c'est Shiro Game. Et c'est un jeu... Alors, un peu difficile à expliquer comme ça, parce que quand on le voit tourner, on a l'impression de voir un Warcraft 3, c'est des graphismes très cartoon, et ça fait vraiment penser à un STR old school, old school, assez classique. Alors, pas tellement en fait, c'est plutôt un mélange entre un STR classique, entre Settlers, tu vois, avec une partie gestion, et c'est d'ailleurs... C'est un choix qui est intéressant, et ça amène plein de petites idées et ça le différencie un peu des autres, donc ça c'est plutôt agréable. Moi c'est parmi ça que ça m'a un peu dérangé. J'explique rapidement le truc, donc c'est un concept, encore une fois, c'est un jeu qui se passe dans la mythologie nordique, tu diriges des espèces de vikings, et vraiment t'es dans une campagne de STR classique avec un scénario de vengeance parce que ton père a été assassiné par un méchant chef de clan, et tu vas le pourchasser dans un nouveau territoire et conquérir le territoire petit à petit. Là où le jeu est intéressant, c'est que, contrairement à un STR classique, tu construis pas tes bâtiments où tu veux, tu dois d'abord revendiquer une petite zone. Alors c'est vraiment des petites zones adjacentes les unes des autres, pour ensuite pouvoir construire des bâtiments dessus, et chaque zone a une ressource ou une spécificité. Tu vas avoir des carrières de pierre, tu vas avoir des zones avec des bonus de bois parce que c'est une forêt, et voilà. Et les ressources sont finies ou infinies, ça dépend, la forêt c'est infini, si t'as un étang dans lequel tu peux pêcher c'est infini, etc. Mais du coup tu vas pas pouvoir construire n'importe quel bâtiment n'importe où. D'accord. C'est là où tu retrouves vraiment un côté un peu settlers, tu vois, et un peu gestion, du coup. Et alors,
moi, c'est déjà les premiers problèmes que j'ai avec ça, c'est que cette mécanique-là, elle est pas mal, mais c'est vrai qu'elle te change beaucoup, parce que pour revendiquer une zone, il faut d'abord la repérer, c'est-à-dire qu'il faut envoyer des éclaireurs dessus pour qu'ils puissent te montrer ce que c'est, et une fois que c'est montré, il faut que tu aies une zone adjacente à toi, et tu la revendiques ensuite en dépensant de la nourriture. Ça c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et plus tu vas contrôler le territoire, plus en réclamer une nouvelle va être très cher. Enfin, va être cher. Et c'est très rapide. C'est-à-dire qu'au début, ça te coûte rien. Ça coûte 20 de stock de bouffe, t'en as 300 ou 400, tu vois, c'est que dalle. Mais assez vite, ça va monter, et quand il commence à falloir 8 ou 900 de bouffe, ça devient compliqué. Cette mécanique-là, elle est intéressante si t'es dans un jeu de gestion. Moi, ça m'aurait bien plu. J'aurais trouvé ça plutôt sympa. Le problème, c'est la partie STR du coup qui se développe là-dessus, parce qu'il y a pas mal de combats. Il y a des zones où il y a des monstres, donc tu dois d'abord nettoyer les ennemis. Alors ça peut être des loups, c'est assez simple à tuer. Ça peut être des créatures mythologiques ou carrément une base adverse. Et là, la partie militaire, elle est quand même un peu ratée. Déjà, juste pour t'interrompre comme ça, quand Ouais. tu m'expliques le jeu, j'ai l'impression que c'est une espèce de mélange effectivement entre un Warcraft 3, un Kozak, un Civ. C'est bizarre quand même comme concept. Ouais, c'est pas mal. Franchement, au début, moi j'ai bien aimé quoi. Il y a un petit côté sympa dans cette façon de gérer tes trucs, et puis c'est une proposition originale, donc moi je suis plutôt pour. Oui, bien sûr. Après, moi, ce que je lui reproche, comme je te disais, c'est donc la partie militaire qui est vraiment en retrait et qui est pas intuitive. Et puis j'ai un autre souci, et là, c'est vu que le jeu tend quand même vers de la gestion, moi je trouve pas lisible dans ses mécaniques. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où tu comprends pas trop. Ça c'est regrettable pour un jeu de gestion. Ben voilà, tu sais pas trop ce que ça te rapporte en plus ou en moins en bouffe, tu vois. Il te balance plein de bonus, il te dit ouais, t'as débloqué ça, donc t'as 20% de plus de production de nourriture l'hiver, par exemple. Et vu que déjà t'as du mal à savoir combien tu produis à la base, c'est un peu chiant. Et surtout, du coup, ça a un effet corollaire, c'est que par exemple, justement, l'hiver, parce que t'as un cycle de saison qui joue, et donc l'hiver, tu produis moins de nourriture, tu consommes plus de bois à cause du chauffage, donc ça, c'est des bonnes idées. Le problème, c'est que souvent, en fait, tu te retrouves d'un coup dans la merde et sans comprendre pourquoi. Parce que t'as pas vu la transition arriver, t'avais du stock, t'avais tout ce qu'il fallait, et en fait, non, t'avais du stock, mais parce que c'était un truc que t'avais amassé très progressivement. Donc il n'y a pas besoin. Voilà, et quand ta consommation a explosé, tu le consommes en quelques secondes, t'as consommé ton stock, et là, tu te retrouves dans la merde. Et je trouve que c'est un jeu qui, une fois que t'es dans la merde, c'est quasiment impossible de rebondir. C'est assez marrant ça, parce que ça tout à l'heure dans les recos je vais parler d'un truc où c'est exactement ça. Ouais. Quand t'es dans la merde, tu peux pas rebondir. Moi j'en parlais tout à l'heure. Mais sur un jeu de... Alors moi ça me dérange pas dans plein de jeux, il y a plein de jeux où tu peux recommencer, c'est pas grave. Ouais. Dans un jeu de gestion où t'as investi pas mal... Bah, disons que tous les jeux de gestion, que ce soit City Skyline ou d'autres, et que t'as passé genre 12 heures à faire ta ville et que tu te rends compte qu'en fait c'est trop la merde et qu'il faut que tu repartes sur des bases saines, c'est un peu frustrant. Mais après ça fait partie du concept. Alors ça fait partie du concept, oui, mais encore une fois, là t'es dans un jeu où c'est des missions. Dans la partie solo, c'est des missions séparées, c'est pas une grande partie qui dure 40 heures, tu vois. Donc du coup, tu vas pas forcément apprendre tant que ça, puisque ça dépend aussi de la carte sur laquelle tu te trouves, et ainsi de suite. T'es pas dans le cas, justement, comme tu dis, d'un jeu où t'as passé 20 heures à construire ta base, au moins t'as appris plein de trucs et tu referas pas les mêmes erreurs. Ouais. Là, honnêtement, moi, il y a des fois où j'ai recommencé, et je sais pas pourquoi la fois d'après j'ai passé. Peut-être parce que j'avais un paysan de plus qui ramassait la bouffe, tu vois, j'en sais rien. Donc ça, c'est quand même pour moi le défaut majeur du jeu. Ouais, ça manque de précision dans son gameplay. Oui, ouais. c'est ça. Et l'autre souci, mais ça c'est un truc bateau, mais moi j'ai jamais réussi à m'y faire, c'est le jeu a un espèce de mélange entre le contrôle indirect et le contrôle direct. Alors, contrôle direct, c'est Warcraft. Tu prends ton péon et tu lui dis fais-moi une maison, et tu poses la maison et il va faire la maison. Et le contrôle indirect, c'est tu dis je fais une maison là, et puis c'est le premier péon disponible qui va la construire. Et dans ce jeu, donc c'est pareil, c'est les citoyens auxquels t'as pas assigné de profession qui vont se charger. Le premier qui est disponible va faire le bâtiment. Le problème, c'est que c'est le premier disponible dans la zone. Et ça paraît tout bête comme distinction, mais en gros, ça veut dire que si tu veux construire un bâtiment sur une zone que tu viens de revendiquer, il faut d'abord que tu amènes un péon dans la zone,
et ensuite que tu lances la construction de ton bâtiment. Oui. Parce que si tu le fais pas, tu vas voir le bâtiment qui va jamais se construire, parce que aucun mec va venir le faire pour toi. Ils vont pas changer de zone. Ils sont attribués dans une zone que tu as revendiquée. Et c'est tout con, mais en fait, ça t'impose plein de clics pour rien. Alors c'est un détail, je sais, je pinaille, mais quand même, ça m'a fait chier suffisamment de fois pour que je le dise. Ouais, non, mais je pense qu'il y a derrière une logique de gestion du jeu. Ils devront tous se dire, si on fait quelque chose de global, Ouais, simplement tes PNJ enfin, vont pas faire forcément ce que tu as envie de faire. c'est ça. Et donc ouais, enfin tu vois, c'est dans plein de petits détails comme ça que le jeu m'a perdu en fait. J'ai passé un bon moment, hein, au final, j'y ai joué quand même une bonne vingtaine d'heures, donc sur un jeu de ce genre, c'est pas Ça négligeable. va. Surtout que, oui, oui, tout à fait. Il est mignon, les animations sont chouettes, il est soigné, il n'y a pas de bug, tu vois, c'est vraiment un produit carré, etc. Euh, mais je trouve que son mélange de genres, aussi intéressant soit-il, c'est dans les plein de petits détails qui pêchent, quoi. Ouais. Après, c'est un jeu qui Euh, est pas cher, hein. non, non, c'est un jeu pas cher. C'est clairement un jeu qui est pas excessif. Euh, mais voilà, c'était pour nous regarder. Donc moi je le conseille, parce que ça renouvelle un peu le truc, mais c'est pas... Voilà, faut pas s'attendre à une claque monumentale, mais c'est vraiment un jeu qui se laisse jouer. Tu fais la campagne solo, c'est cool, quoi. Ouais, puis il faut acheter des Ça, jeux c'est bordelais, hein, parce que voilà, c'est ça, ouais. on Ouais, sait faire des jeux ouais, ici. ouais. Ouais, parce que le pinard, avec le réchauffement climatique, il n'y en aura bientôt plus, alors c'est Voilà, donc important. bon, des jeux on peut toujours en faire. Ok, Oui. bah ça marche. Donc ça, c'était mon premier jeu. Et puis après, j'ai fait Wonder Boy and the Dragon's Trap. Ah ouais, j'adore. Alors, alors ça, c'est un... Ouais, moi, j'avais pas fait l'original, Mega Drive. Donc pour situer, donc c'est un remake... Master System. Master System, oui, pardon, j'ai dit Mega Drive. Oui, oui, Master System. Et moi, j'avais pas fait à l'époque. Et donc là, c'est un remake. Alors, c'est un remake un peu particulier. Contrairement aux autres remakes comme DuckTales Remastered ou ce genre de choses, il a été entièrement refait d'un point de vue graphisme et son. Par contre, la maniabilité et tout le gameplay est le même. D'ailleurs, tu peux switcher, tu peux revoir le jeu d'origine tourner derrière. Ah, c'est Alors, génial ils ont ça. fait... À la Ouais, volée en et plus, à la volée, alors c'est un peu triché parce que même le jeu d'origine est reprogrammé. C'est pas, ils ont fait du rétro-engineering. C'est pas le code source du jeu d'origine qui tourne. Enfin, bon, on s'en fout, mais en tout cas en termes de feeling, je pense que le type était un passionné et que j'ai lu des interviews de lui. Il t'explique qu'il a joué pendant 20 ans à ce jeu-là et il le connaît par cœur. Et donc il a essayé de le reproduire vraiment parfaitement, quoi. Et c'est assez réussi. Alors j'ai pas joué à l'original donc je peux pas comparer, mais Ah, pour moi, qui l'ai bien poncé à l'époque sur Master System, c'est mhm. vraiment le même jeu. Enfin, Ouais, c'est ça. c'est vraiment impressionnant parce que moi, j'ai joué le jeu et j'ai dit, ah, mais ça, c'est bon, je suis revenu quand j'étais gamin. Ouais. C'est vraiment un boulot, effectivement, comme tu dis, c'est un boulot de passionnés, de fans qui ont adoré le jeu, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis c'est vraiment impressionnant, quoi. D'ailleurs, tu peux faire tourner le jeu d'origine, tu peux désactiver les graphismes améliorés et la bande son améliorée pour le voir tourner derrière, c'est marrant. Euh, alors, bah, du coup, c'est un jeu qui, moi, m'a intrigué parce que, comme je te dis, je l'avais pas fait, celui d'origine, donc c'était une découverte. Et la vache, pour un jeu qui a 30 ans, c'était vachement moderne. Euh, C'était dans la construction du jeu de plateforme, c'était super. Enfin, c'est un Metroid avant l'heure. C'est exactement ça, hein, c'est du Metroidvania, mais voilà, c'est des précurseurs, quoi. Ah ouais, complètement. Vraiment, c'est... Voilà, sur le level design, etc., c'était vraiment chouette. Après, moi, j'ai un peu de mal avec les contrôles, que j'ai trouvé... Bah, là, pour le coup, c'est vraiment les contrôles à la Wonder Boy. Ah, C'est glissant. voilà. Voilà, et le saut est un peu court, pour moi. Enfin, encore une fois, tu t'y fais, quoi. Bah, c'est le gameplay c- de l'époque, hein, c'est vraiment autre ouais, chose, quoi. Faut s'y ouais. habituer. Alors, les boss. Moi, les boss, je les ai trouvés vraiment... soit pas intéressants, soit très durs. Enfin, j'ai vraiment pas aucun plaisir sur les boss. Le reste du jeu, oui, mais pas... Ça, c'est vraiment une partie, ça a été toujours la corvée, à chaque fois que j'en ai eu un. Après, déjà, le remake, il est superbe, quoi. Oui, non. Graphiquement, ils ont fait un boulot de malade. Euh, c'est le style cartoon, BD, enfin, superbe, quoi. Enfin, Oui, et puis ça s'y prête bien, je trouve, par rapport au jeu. ah oui, oui. Et puis puis c'est super dur, parce que refaire des animations qui avaient que 2 images et réussir à les refaire en super détaillé et avec le feeling que t'as et sans perdre enfin, le côté hyper... enfin, franchement, là, chapeau bas, moi je peux que m'incliner face à ça. J'ai rarement vu un remake
arriver à ce degré-là de finition et de respect de l'œuvre originale. Enfin, c'est vraiment... Bah, de toute façon, Lizard Cube, ils ont travaillé avec, en plus, je crois, les créateurs d'origine, donc Oui. voilà, donc c'est vraiment un remake Ah, qui respecte parfaitement le jeu d'origine, on peut pas faire Ouais. mieux. Ouais, les musiques sont incroyables, et d'ailleurs quand tu repasses les musiques de base, c'est vraiment intéressant de voir ce qu'il a fait. Ouais, l'arrangement qui ont été faits par-dessus, ils sont vraiment super. Ah ouais, c'est donc ouais, vraiment un boulot, enfin, c'est à jouer quoi. C'est à jouer, ne serait-ce que pour voir la modernité du jeu d'origine, je trouve. Euh, et parce que le jeu est encore vachement bon quoi. Enfin, je veux dire, là pour le coup, moi j'ai rien à reprocher à ça, je te dis à part les boss que j'ai trouvé un peu nazes. Mais si on aime un peu l'action plateforme et qu'on a un peu envie de voir un des précurseurs du genre et qui pour le coup a pas vieilli quoi, bah faut y aller, tout simplement. Voilà, ça, c'était mon deuxième jeu. Sur lequel franchement, voilà, je suis emballé moi. Oui, non, c'est un super jeu, moi je le conseille vraiment à n'importe qui aime bien les jeux de plateforme comme ça, il est pas cher en plus souvent, donc... Oh oui, tu le trouves pas cher, bah, je crois même que je l'ai eu avec Twitch Prime, je crois, gratuitement. Oui, c'est possible. Alors à faire attention, il y a eu un autre jeu Wonder Boy qui est sorti récemment, donc... Oui, qui est pas, alors là pour le coup, qui est pas un remake, qui a une inspiration et qui est plus une suite. Et qui a l'air très bien aussi d'ailleurs, il faudrait que je le fasse. Mais... Là c'est bien The Dragon's Trap, hein, c'est vraiment la version, le remake. Hein, donc... Oui, c'est le remake, ouais. C'est The Curse... Curse Land ou je sais pas quoi. Curse Kingdom. Le nouveau là. Ça c'est... Le nouveau, oui, c'est ça. Et c'est Monster Boy, c'est pas Wonder Boy. Voilà. Oui, pour ceux qui seraient intéressés, creuser sur internet l'histoire des Wonder Boy, Monster Boy, etc. C'est un bordel. Oh bah ça... Bah en même temps, j'ai appris récemment, là, on a quelqu'un qui nous suit sur Twitter et qui parlait d'un jeu auquel il jouait sur NES. Et moi j'ai appris qu'il y avait une version NES de Wonder Boy, ce que je savais pas, mais qui s'appelait pas Wonder Boy, qui avait pas les mêmes graphismes et qui était un truc... Alors déjà que c'était pas génial sur Master System, je veux même pas savoir ce que c'était sur NES. Oui, il y a du Adventure Island, voilà, Monster C'est Boy, ça. etc. Il y a eu des versions brésiliennes. C'est un foutoir sans nom. Voilà. Pour ceux qui sont curieux, allez voir sur internet, vous allez voir, c'est incroyable parce qu'il y a des problèmes de licence et de rachat et de franchise où les jeux ont été réadaptés, changés de nom, puis finalement la suite a pris le nom d'origine. Enfin... Voilà. Mais voilà, pour en revenir sur Wonder Boy, moi je conseille, c'est du plateforme action avec pas mal d'exploration, d'aller-retour, etc. Mais vachement bien foutu et encore une fois, beau à pleurer, là, le remake il est vraiment magnifique et avec de la super musique. C'est du tout bon. Jeu. Ouais, parfait. Voilà. Et alors après, du coup, bah, j'ai plongé dans la fin de mon adolescence parce que j'ai rejoué à... Je sais pas ce qui m'a donné envie cet été de rejouer à ça. Ah bah c'était 97 hein, pour le premier. Pour l'anecdote, je l'avais acheté avec mon abonnement de joystick à l'époque. Tu sais, tu pouvais avoir un jeu offert. Et oui, offert, pour les plus jeunes qui ne savaient pas, les magazines étaient vendus avec des CD, avec des démos. Alors non, là c'était un jeu, je l'ai acheté le jour de sa sortie. Donc c'était, tu sais, un abonnement spécial où tu recevais le jeu avec, tu payais plus cher et mais t'avais un tarif préférentiel sur le jeu quand même. Une sorte de Gamecube Premium avant l'heure, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Et du coup j'avais fait ça, donc je m'en souviens, j'avais poireauté quelques semaines pour l'avoir, et l'excitation de recevoir le colis par la poste, c'était peut-être le premier truc que je recevais par la poste. Alors Dungeon Keeper, donc c'est un jeu qui est sorti en 97 c'est développé par Bullfrog, donc en Angleterre, avec Peter Moulineux en game designer. Ah Peter. Mais écoute... Ouais, bah écoute, on peut lui rendre que quand même, des fois, il avait de bonnes idées. Hein. Mais c'est un super créateur, c'est juste qu'il faut faire la différence entre ce qu'il annonce et ce qu'il fait. Mais... C'est ça. Et alors, Dungeon Keeper, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur Northgard, typiquement, c'est un jeu à contrôle complètement indirect. Tu diriges pas, c'est un jeu de gestion stratégie, pardon, je vais quand même expliquer la base, où tu diriges un maître de donjon, et tu donnes des ordres, et les créatures... exécute les ordres dans l'ordre à peu près dans lequel tu lui as donné, ou dans leur priorité, parce que ça fait partie des trucs un peu compliqués à gérer. Mais un point important, c'est que tu joues le méchant. Ouais, tu joues le méchant. Et le 1, là-dessus, il est génial. Ça, j'allais y venir après, parce que c'est un jeu où tu joues donc le maître de donjon, qui vient conquérir les gentils, enfin, qui vient annihiler les gentils et tout ce qui est beau et bienveillant dans ce monde. Et le premier a un humour
vraiment énorme, quoi, avec une bonne voix grave. En plus, sur GOG, il est en français, donc faut pas se priver, parce que la VF était vraiment excellente à l'époque. Euh, et alors, c'est un jeu de 97, c'est avant la sortie des cartes graphiques. Il a eu un patch pour le passer en direct 3D et 3D fixe, pour ceux qui se souviennent, mais la version GOG, elle l'est pas. Alors, t'en as pas besoin, hein. Aujourd'hui, nos PC, ils le feraient tourner sans problème, mais il faut un peu le savoir, c'est qu'en termes de résolution, t'es en 640, 480 maximum. Oui, il tourne dans la version d'époque. C'est pas C'est un ça, remake ou un c'est pas un portage. remake, c'est pas un remaster, et ça... Là, pour le coup de vieux, il est quand même très très violent, surtout la première fois que tu le lances, parce qu'en fait, il se lance en VGA, par défaut, et il faut appuyer sur la touche Alt-R quand tu joues, pour qu'il accepte de passer en Super VGA. Voilà, des normes Ouais, que les plus jeunes ne connaissent pas, Ah, heureusement. ouais, ils connaissent pas, mais voilà, mais sauf que la première fois, moi j'ai halluciné parce que y a pas d'option graphique, quoi. Si tu sais pas que c'est Alt R, À l'époque, tu. les jeux n'avaient pas d'option graphique quasiment. Mais là il y en a, mais tu peux désactiver tous les trucs, mais pas régler la résolution. C'est comme ça. Bref, c'est pas grave. C'est la bonne époque où on pouvait C'est dire ma carte graphique monte en 800-600. c'est ça. Voilà. Ah ouais, bah, carrément. Voilà, et c'est un jeu, bah écoute, j'ai pris un pied énorme à le refaire. Il a plein de défauts, je peux pas le conseiller objectivement aujourd'hui à des gens. Parce que déjà graphiquement c'est vraiment affreux, l'interface est quand même un peu lourd. Euh, mais vraiment, ce parti pris d'avoir une gestion indirecte, et c'est une gestion simplifiée, hein, c'est pas très complexe en termes de gestion, on fera jamais des trucs de fou. Euh, Tu creuses des salles dans la roche, cette salle tu la crées, enfin tu dis que c'est. Tu attribues un type d'occupation, et les créatures viennent dans ton donjon et occupent tes salles. T'as un peu plus de contrôle, c'est-à-dire que tu peux prendre une créature et la mettre dans la salle pour la forcer à travailler dans cette salle-là, ou faire une action spécifique, mais ça s'arrête à peu près à ça. Et puis t'as des gentils qui arrivent et qui viennent essayer de te tuer, voilà. Ou d'autres maîtres de donjon qui sont répartis sur la carte. C'est un jeu qui a plein de défauts, mais que j'adore, quoi. Ouais, c'est mi-gestion, mi-tower defense en fait. Ouais, exactement. Et ce parti pris-là, on n'a pas eu de jeu. Alors je viendrai après, j'expliquerai un peu l'héritage de Dungeon Keeper quand j'aurai parlé du 2, qui a pas eu vraiment d'équivalent. C'est vraiment une proposition très particulière, C'est unique, hein. mais vraiment, ouais, mais vraiment jouissif. Il y a un côté dont tu aménages ton petit donjon. Alors les règles sont assez simples, mais il y a vraiment des petites subtilités à trouver. Et c'est un plaisir énorme. Et surtout, le 1, de par sa piètre qualité graphique, a un côté très poisseux et vraiment très sombre. L'image est vraiment très très sombre. Euh, Ce qui fait que ça se prête bien à l'ambiance, quoi. Euh, voilà. Après, comme je dis, hein, c'est vraiment moche. Tu peux incarner tes créatures et voir par leurs yeux. C'est quasiment injouable aujourd'hui parce qu'il y a des effets. Il y a des effets, je sais pas comment on faisait pour l'époque, mais ils ont fait quand tu incarnes une mouche par exemple, t'as vraiment l'effet de myriade, tu sais, de mosaïque. Ça agresse un peu. Euh, Il y a plein de comme ça de trucs, mais vraiment, ouais, je l'ai refait, et je l'ai fini, et j'ai pris vraiment un énorme pied. Alors j'ai pas réussi à refaire l'exploit que j'avais fait à l'époque, qui était de convertir le boss de fin à ma cause, mais vraiment, non, j'ai fait vraiment un bon gros revival de mes 18 ans, parce que c'était ça, 97, et un pied énorme. Mais encore une fois, je peux pas décemment le conseiller à tout le monde, quoi. Il faut quand même être adepte du gros pixel, Oui, quoi. c'est un peu rude quand même aujourd'hui. Ouais, c'est quand même très rude. Et ensuite, bah, du coup, vu que il y avait une promo sur GOG et que les deux, j'ai été à 1,50€, je crois, bah, j'ai pris le 2 avec. Le 2, pareil, il est sorti en 99, donc 2 ans plus tard. Alors là, pour le coup, c'est là où tu vois bien que les PC, hein, ça avait complètement évolué de façon hyper rapide. Le 2 était accéléré 3D et il marche aujourd'hui encore sur DirectX. C'est un jeu que j'ai lancé sur Windows 10 et il s'est lancé tout seul, comme un grand. Alors t'es limité en résolution, mais quand même ça tourne. Ça tourne et du coup il est en full 3D et bref, il faut un peu s'y habituer, hein. C'est clair que les textures sont cracra et les mecs ont 4 polygones, quoi, mais grosso modo quand tu dézoomes, ça va. Et c'est un jeu qui corrige plein de défauts du premier sur l'interface principalement, mais qui simplifie plein de choses.
euh, qui est surtout dans la façon dont est construit l'histoire. Tu vois vraiment une évolution didactique, c'est-à-dire que les missions s'enchaînent les unes avec. Alors on te fait une mission entière pour te montrer comment utiliser les pièges par exemple, ou on te donne vraiment créature par créature, salle par salle, tu vois comme ça. Alors que le premier était beaucoup plus tranchant, c'est-à-dire tu te ratais, tant pis quoi. À toi de refaire la mission 3-4 fois pour trouver des solutions. Là non, enfin, c'est vraiment une promenade de santé, la campagne solo. Mais mais du coup, il est quand même plus jouable aujourd'hui. Moi, je l'aime moins. Il est moins poisseux. Il a moins ce côté euh, vraiment ouais crado qu'avait le premier dans son graphisme. C'est un truc beaucoup plus cartoon. L'humour est moins fin. Oui, enfin, en tout cas, je me souviens que le premier j'ai bien aimé, mais le 2 m'avait un peu repoussé en termes ça s'appelle de direction artistique. Ouais, le côté cartoon, du fait de la 3D en fait, vu qu'ils ont fait de la 3D simple, la seule façon de la rendre jolie, c'est d'avoir un truc un peu cartoon. Déjà, ça c'est la première chose. Et puis même, je trouve qu'ils ont simplifié certaines mécaniques un peu trop. Moi, je prends toujours un exemple tout bête. C'est le grand cornu. Alors, le grand cornu, dans le premier Dungeon Keeper, c'était une créature qui était hyper puissante, mais qui était super compliquée à obtenir. Il fallait une salle très spécifique, il faut sacrifier dans cette salle-là une combinaison de créatures spécifiques. Et une fois que tu l'as dans ton donjon, il faut plus la merde qui t'aide. 9 fois sur 10. Parce que c'est un psychopathe, il s'énerve tout de suite, et une fois qu'il est énervé, c'est terminé, tu peux plus jamais le calmer. Donc c'était vraiment compliqué à gérer. Donc t'avais tout. Quand tu voulais incarner. Quand tu voulais, pardon. Incarné. L'incarner, enfin, l'invoquer, pardon. Il fallait vraiment prévoir ton truc, lui créer quasiment un donjon pour l'isoler des autres, pour pas que ça foute la merde et pouvoir vraiment l'utiliser que quand on avait besoin. Et dans le 2, ça devient un sort. C'est que tu l'invoques et puis il vient dans le combat, il bute les mecs et à la fin il s'en va. Oui, ils ont carrément simplifié la gestion. Voilà, et sur plein de trucs comme ça, ils ont par exemple créé une nouvelle ressource qui est la mana, donc en plus de l'or, ce qui est une bonne idée sur le papier parce que ça permet d'avoir tes sorts, tes pièges qui consomment de la mana, donc avoir une gestion. On pourrait penser à un truc plus fin, sauf que le fait qu'avant tu payais de l'argent pour utiliser tes sorts, ça avait une conséquence directe, c'est que des fois tu te foutais dans la merde parce que pour résister à une attaque ennemie, t'allais pas utiliser l'éclair parce que si tu utilisais l'éclair, tu pouvais plus payer tes créatures. Donc t'allais avoir une rébellion dans le donjon juste après. Alors que là, t'as de la mana. Les 5 ou 6 premières missions du jeu, j'ai buté le gardien adverse juste avec le pouvoir d'éclair. Parce que donc en fait mes créatures sont même pas intervenues. Le truc, je l'ai vu, et j'ai attendu qu'il soit dans une partie de mon donjon, et je lui ai cramé la gueule. Ouais. C'est un peu dommage. Le mécanisme finalement supprime un petit peu de l'intérêt du jeu en fait, parce que. Ouais, il simplifie. Il vient dans la même notion de simplification. Je trouve que c'est dommage. Il casse un peu le délire. Et voilà, c'est plein de petites choses. Alors encore une fois, si t'as pas joué au 1, tu t'en rends pas compte, je pense. Mais c'est dans plein de petites choses que je le trouve moins intéressant et moins tranchant, quoi, tout simplement. Mais pour un jeu où tu incarnes un maître de donjon, je trouve ça intéressant que le jeu soit pas bienveillant tout le temps à ton égard, quoi. Je trouve que c'est cohérent avec le thème. Que le jeu t'en foute un peu plein la gueule et te laisse te démerder sans te donner beaucoup de pistes. Voilà. Encore une fois, ça se refait aujourd'hui. Moi, j'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai quand même pris moins de pieds que sur le premier, quoi. Okay. Voilà. Et c'est des jeux, comme je disais, qui n'ont pas laissé. Il y avait un 3 qui a été prévu puis qui est jamais sorti. Et alors, il y a eu des défis spirituels, mais je vais évacuer ça très vite. Hein. C'est les Dungeons 1, 2 et 3 qui sont sortis. Le dernier est sorti récemment, je crois, il a 2 ans. Donc, comme ça, oui. Faut pas y toucher. Hein. C'est mauvais, mais alors mauvais, c'est jamais drôle et c'est pas bon. Enfin, c'est pas des bons jeux de gestion, c'est pas des bons jeux de stratégie et ça n'apporte rien. Moi j'évacue le truc, hein. J'ai essayé le 2 et j'ai essayé le 3 et j'ai lâché l'affaire au bout de 4 ou 5 parties en disant c'est insupportable. L'humour est insupportable, mais vraiment insupportable. C'est jamais drôle et c'est toujours dérangeant. Enfin, tu sais, malaisant quoi. C'est voilà. Et c'est poussif, ils essaient toujours d'en faire des caisses. Et puis Electronic Arts avait racheté la licence, ou je sais pas si c'est pas eux qui l'avaient édité au départ.
Et ils ont fait un jeu mobile avec ça. Alors ouais, par acquis de conscience, pour le podcast, je l'ai lancé. Et c'est une arnaque sans nom, c'est un Farmville qui, au bout de 15 secondes, te demande à raquer ta carte bleue pour... Quoi? Un jeu mobile Electronic Arts qui serait une arnaque? Ouais, ah, Incroyable. je sais, ça choque. Ouais, c'est incroyable. Mais surtout, enfin, tu retrouves plus rien de Dungeon Keeper. Ah, rien. Il y a... Mais même le principe de base est oublié, quoi. Enfin, c'est une catastrophe. C'est vraiment pas bon. Donc en résumé, si vous avez joué à Dungeon Keeper comme nous à l'époque, refaites-le, c'est cool. Si vous n'avez pas joué, n'y touchez pas, ça va vous faire mal aux yeux. C'est ça. Le 2, ouais, le 2, il fait un peu mal aux yeux, mais on s'y fait vite. Le 1, même moi, au bout de... Tu sais, sur des sessions qui dépassaient l'heure, j'avais besoin de faire autre chose, quoi. Je commençais à voir double. Donc, mais ouais, le 2 est encore plus praticable. Le 1, si on l'a fait et qu'on a envie de se faire un trip rétro, ça passe. C'est un très très bon jeu, mais... Alors, il y a des modes non officiels qui permettent d'augmenter la résolution, je l'ai pas essayé. Parce que j'ai pas eu le temps et que... Voilà. Mais vraiment des jeux du cœur. C'était des jeux du cœur quand ils sont sortis il y a plus de 20 ans et c'est encore le cas aujourd'hui. Ok, bah écoute, Voilà. super. Voilà. Bon, bah du coup, en Et ça, résumé, un jeu acheté peut-être, un jeu achetez-le, et un jeu achetez-le si vous l'avez fait quand vous étiez vieux. c'est ça. Alors sachant que les deux derniers dont j'ai parlé, donc les deux Dungeon Keeper, je te dis, ils sont en plein tarif, je crois qu'ils sont à 5 euros sur GOG. Et il y a souvent des promotions dessus. Et donc voilà, pour 3 euros, on a les deux, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Voilà, c'était mon été. Ok, bah super. Apparemment, c'était bien rempli. Bah écoute, on va Ouais. passer à la suite. On va parler Dark Souls. Et donc là, Thomas, tu vas nous parler d'un jeu majeur. Enfin, d'une série majeure d'ailleurs, sur ces 10 dernières années. Oui, je vais essayer de parler de façon générale de la série plus que d'un jeu en particulier parce que ça va être compliqué sinon de tenir dans la durée. Peut-être faire un petit podcast de 3-4 heures. Je vais parler en fait de la série des Souls, donc Demon Souls, Dark Souls et Bloodborne, donc de chez From Software. Mhm. Pourquoi? Parce que j'y ai joué cet été tout simplement, et parce que c'est une série aujourd'hui qui est quand même majeure, qui a un impact dans le monde du jeu vidéo qui reste assez important. Je pense que c'est un des jeux qui a le plus d'impact sur, comme je dis, sur les 10 dernières années, quoi. Pour moi, je le place autant qu'un Half-Life ou qu'un Super Mario, quoi. Ah, clairement. Alors, pour situer vite fait un petit peu d'historique, Dark Souls, c'est un jeu du développeur japonais From Software. Alors, From Software, c'est un éditeur un peu, pas dire de seconde zone, mais qui a jamais fait des titres majeurs jusqu'à présent. Ils ont fait des Kingsfield qui étaient des dungeon crawlers, qui n'étaient pas très connus d'ailleurs en Europe. Ils sont plus connus pour la série Armored Core, qui est arrivée chez nous aussi. Mais à part ça, Mhm. ils n'ont pas fait de titre vraiment emblématique. Et en fait, ça a changé avec Demon's Souls, donc, qui est le premier de la série des Souls, qui est arrivé donc en 2009 sur PS3. Et c'est Sur sur PS3? PS3, monsieur. Euh, Ah, je croyais que c'était PS2, moi. ouais, non, en PS3. Et donc c'est le premier jeu d'Hidetaka Miyazaki, donc qui est le réalisateur et créateur de la série des Souls, et en Mhm. fait qui lui est arrivé en fait en 2004 chez From Software. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est pas quelqu'un qui est issu du monde du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il venait d'un autre milieu avant et qu'il est arrivé dans le monde du jeu vidéo parce qu'il s'est rendu compte que finalement ça lui plaisait quoi, et qu'il a envie de faire quelque chose d'intéressant et que le jeu vidéo ça lui parlait. Donc il est arrivé chez From Software, et ce qui s'est passé, parce que c'est un coup de chance en fait, la série des Souls, c'est qu'en 2009, pour Demon's Souls, From Software développait un jeu qui devait être une suite de Kingsfield, ce genre de jeu, mais le projet était abandonné. En gros, ils savaient que ça allait pas marcher, il n'y avait pas les moyens, etc. Ils lui ont refilé le bébé en mode fais ce que tu veux avec, de toute façon, ça marchera pas. Pour nous, le projet Mhm. est mort. Donc du coup, le gars, qu'est-ce qu'il s'est dit? Je vais tester, je vais faire ce que j'ai envie avec ce jeu. De toute façon, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. De toute façon, le projet est déjà considéré comme mort. Oui, personne n'en attendait rien, Voilà. donc tu peux pas te rater, quoi. Voilà, de toute façon, il n'y avait aucun risque. Donc du coup, il a tenté plein de choses et ça a donné Demon's Souls. Alors le jeu en lui-même à la sortie, donc sur PS3, qui est sorti qu'au Japon dans un premier temps, n'a pas eu de succès du tout, commercial du tout, échec total. Par contre,
il a eu très vite du bouche à oreille un succès critique assez rapidement, où il y a une petite Oui, parce que communauté qui s'est créée. Oui, pardon, excuse-moi. Moi, j'en avais entendu parler de Demon's Souls, alors que c'était une époque où les consoles, j'en avais encore un peu rien à foutre. Et pour que ça arrive à mes oreilles, c'était que... Ouais, moi-même, à Ouais. l'époque, j'en avais entendu sur la regrettée chaîne No Life, où effectivement, ils en avaient parlé, je sais plus dans quelle émission, en disant, ce jeu-là, c'est quelque chose de vraiment nouveau, c'est pas novateur dans le jeu vidéo, parce que finalement, je vais y revenir après derrière, on reprenait certaines choses qui représentent la difficulté et le challenge, et le jeu finalement a eu une espèce d'effet de bouche à oreille, ce qui fait que des éditeurs américains et européens ont dit, bah, nous, ça nous intéresserait bien de sortir le jeu. Et donc le jeu est sorti comme ça chez nous. Et ça a donné par la suite du coup Dark Souls en 2011, puisque du coup From Software ayant vu le succès critique et le bouche à oreille et que le jeu devenait un long seller, ben peut-être que ce serait bien de faire un deuxième jeu et de donner un peu plus de moyens à Miyazaki pour faire ce jeu-là. Et du coup, bah, bien sûr ça a marché, on a eu Dark Souls 2 en 2014, le 3 en 2016, Bloodborne sur PS4 en exclu. Puis Sekiro là encore récemment, et ils ont encore un autre projet qui va venir, j'en parlerai plus tard. Alors, ce qui fait la particularité des Souls par rapport à tous les autres jeux, effectivement, c'est la difficulté. Mais moi, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas vraiment la difficulté plus que de l'exigence. Parce que c'est des jeux qui ont aujourd'hui une aura, je pense que tu dois avoir la même ressenti. C'est des jeux pour qui apparaissent comme très difficiles. Que certains joueurs tentent de nous faire passer pour genre moi j'ai fini Dark Souls, je suis un vrai joueur, etc. Ce qui est débile comme comportement. Complètement d'accord. Et sachant que, alors moi c'est marrant parce que, alors ça c'est effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est ce qui en ressort, c'est ce que on entend, le fait que Dark Souls c'est la difficulté qui est un parangon, alors que pour moi c'est pas ça la spécificité de la série. Oui. Parce que des jeux très difficiles, on en a toujours eu, et il y en a tout. Mais c'est ça qui fait en fait le jeu, parce que ça aurait été un jeu uniquement difficile, avec la difficulté pour de la difficulté, ça aurait été un jeu mauvais. Et c'est là que le jeu est intéressant. Alors, pour aussi situer les gameplays, on est dans un jeu à troisième personne, dans un univers de Dark Fantasy, où en gros, on va avoir un système de jeu qui, moi, je trouve qui est inspiré finalement des Zelda GameCube N64, puisqu'il y a un système de verrouillage de l'ennemi, auquel on va tourner autour de l'ennemi, essayer en fait, de parer, d'éviter, de faire des roulades, et où chaque erreur, on la paye cash. Ouais, mais c'est Assassin's Creed quoi. Non, je déconne. Mais non, mais c'est quand tu dis verrouillage de l'ennemi, tu le tourner autour et faire des roulades, c'est un TPS avec des combats au corps à corps. Exactement, voilà. Je veux dire, il réinvente rien. Le gameplay reste basique. Mais... c'est quand on a joué la première fois à Zelda Ocarina of Time, c'était ça. Oui. Alors, c'est un peu plus poussé quand même. Oui, parce que on est 10 ans plus tard, mais la logique de base, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, après, t'as un vrai système de combat qui est construit dessus. Voilà. Alors, ce qui fait la spécificité, comme je disais, c'est que c'est exigeant dans le sens où, quand on prend le jeu, moi, la première fois que j'ai pris mon premier contact, c'était avec Dark Souls 3. Après, moi, je l'ai fait à l'envers. J'ai fait le 3, le 2, puis le 1. Et Bloodborne. J'ai fait qu'un peu du 3. J'ai pas fait les autres. Le premier contact, il est un peu rude. Hein. Franchement, moi, j'ai mis du temps à passer le cap de dire je vais acheter un Dark Souls, je vais y jouer. Donc j'ai fini par prendre le Dark Souls 3 en version GOTY avec tous les DLC. J'ai pas lancé le jeu tout de suite en plus, j'ai attendu quelques semaines, j'ai finalement par le disant j'ai du temps, je vais y jouer. Et la première heure de jeu, quand tu meurs sur des ennemis dans la zone de tutoriel, déjà ça fait bizarre. Tu dis je suis mort dans le tutoriel, malgré qu'on a des années de jeu, ça fait quand même un peu bizarre. Et l'arrivée au premier boss, donc le boss du tutoriel, je me suis fait tuer genre en 2 coups. Je suis revenu une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Et à un moment, j'ai posé la manette, je me suis dit, ce jeu, il est pas pour moi. J'ai pas compris. Voilà, qu'est-ce qui se passe Je comprends pas. Si le jeu, au tutoriel, je meurs, qu'est-ce qui va se passer à la fin du jeu? Je vais jamais y arriver. C'est pas bien équilibré, ça va pas du tout. Et c'est là que le jeu finalement prend toute sa profondeur, c'est qu'en fait, il faut réapprendre à jouer un petit peu. Et ne pas avoir ce réflexe ces mauvais réflexes d'autres jeux, les Tomb Raider, et tous les autres TPS qu'on a fait, où finalement les erreurs ne sont pas très graves. Tu recommences, tu perds pas beaucoup de vie, tu as de la régénération automatique de ta vie, c'est pas grave. Dark Souls, tu peux mourir contre n'importe quel ennemi, même l'ami de base, il suffit que tu aies fait une erreur et tu peux te faire tuer en 2 secondes, bêtement. Mais c'est en ça que, tu vois, quand je dis que pour moi c'est pas la difficulté qui le définit le mieux,
Moi, ce que j'ai, alors dans le peu que j'ai ressenti de Dark Souls, mais après j'ai beaucoup lu sur les Dark Souls et sur les Bloodborne, c'est juste que c'est cohérent. Tu vois, on parle tout le temps de la cohérence dans les jeux, etc. C'est un truc qui nous tient à cœur. Et Dark Souls, c'est un jeu. Ouais, bah ouais, tu te prends un coup d'épée, ouais, ça peut te tuer. C'est Ouais. exactement, mais c'est ça, Et, c'est ça. C'est-à-dire que le jeu, en fait, quand on meurt, la mort n'est pas injuste. C'est toujours juste, mm. c'est-à-dire que c'est toi en tant que joueur qui a commis une erreur. Tu n'as pas su Alors, lire l'attaque de l'ennemi, sachant qu'il y oui, a un énorme travail sur les patterns des monstres. ouais, non, mais il y a ça je suis d'accord. Et puis il y a aussi le fait, tout simplement, que même si t'as une super armure et que t'es entre guillemets level 99 là, un coup d'épée, ça tue. Voilà, c'est dire que C'est tout. si par exemple on arrive trop vite et qu'on prend trop d'ennemis en même temps, malgré qu'on ait un niveau bien supérieur, etc., C'est ça. on peut mourir très facilement parce que on va se faire prendre par plusieurs ennemis et oui, bah, Mm. c'est logique, tu peux te faire tuer facilement. Ouais, mais c'est tout con, mais ça rajoute, je trouve, un côté crédible à l'univers Ah oui, que je complètement. trouve vachement important. Complètement, parce que en fait, ton niveau te permet effectivement de tuer plus ou moins facilement les ennemis, mais tu peux très bien arriver à tuer un ennemi bien plus fort que toi si tu es bien capable d'éviter ses attaques, lire en fait ses attaques, quand il va les placer, comment, et être capable justement de les anticiper. Ce qui fait que tu n'es pas limité par ton level. Alors je dis pas que ça, effectivement, tu vas peut-être passer 5 minutes à essayer de tuer un ennemi bêtement parce que tu n'as pas de level, mais c'est faisable. Et le jeu, toujours pour dire que finalement le jeu n'est pas si difficile, il te donne plein d'outils pour t'en sortir. Aujourd'hui, tu peux très bien dire bah, je vais farmer un petit peu, je vais monter mes levels parce que je me sens pas suffisamment à l'aise contre tel type d'ennemi. Et ça, bah déjà, ça change un peu l'aspect que tu peux avoir au jeu. Tu peux choisir des classes différentes. Tu peux très bien dire bah, ouais, je vais jouer avec le bouclier, etc. Ou non, je vais jouer une classe un peu plus rapide ou une classe magie pour avoir des attaques à distance, etc. Donc en fait, le jeu dur, non. Il est exigeant. C'est vraiment moi, comme ça que je le catégoriserai. Sachant qu'en plus, il y a toute la partie entre guillemets multijoueur où tu peux invoquer d'autres joueurs pour venir t'aider. Alors ça, j'ai toujours trouvé ça une idée fabuleuse. C'est génial. Et d'ailleurs, il y a des joueurs qui ne font que ça. Enfin, ouais. Quand tu as des joueurs qui viennent t'aider pour tuer un boss, ça change quand même grandement le jeu. Mais tu peux aussi avoir des joueurs qui envahissent ton monde pour te la pourrir aussi. Alors il y avait ça, puis il y avait le coup des messages, voilà. Je trouve ça génial. Tout le côté social que ça déclenche et le fait de pouvoir soit induire en erreur, soit donner des conseils à des mecs, je trouve ça génial. Qui n'a pas déjà sauté dans le vide parce qu'il y avait un message qui disait sautez, vous allez trouver un secret et que tu sautes, tu meurs bêtement. Ouais, voilà, ouais. Alors, tous ceux qui ont joué à Dark Souls ont forcément vu ça. Mais voilà, c'est-à-dire que le jeu, en fait, c'est une fausse difficulté parce que c'est pas des sacs à PV au niveau des ennemis. Il n'y a pas des ennemis qui ont des attaques complètement cheatées qui vont te one-shot alors que la hitbox est mauvaise, etc. Non, le jeu est quand même très carré quand même. Oui, et puis c'est un jeu qui s'est pas reposé pour un action RPG, il s'est pas reposé sur une mécanique Diablo. J'adore Diablo, hein. Voilà, Diablo 2 et 3, j'y ai passé des centaines d'heures. Le souci, mais après moi j'ai toujours ce problème là, c'est quand on essaie de me faire un truc qui me raconte quelque chose, une vraie histoire, mais que quand je vois un point de dégâts qui s'affiche et qui me dit que j'ai fait 1 million de dégâts, ok, mais en quoi le couteau que j'ai... Enfin tu sais, c'est toujours le même problème que j'ai de cohérence, en quoi le couteau que j'ai ramassé, il est 1 million de fois plus aiguisé que celui que j'avais au départ. Enfin, je comprends pas. Il y a un côté complètement déconnecté de ces chiffres, du fait d'avoir besoin de montrer la progression du joueur par des chiffres, plutôt que par de la maîtrise de l'action, de ce qui se passe. Et je trouve que Dark Souls a remis ça, c'est-à-dire que c'est pas tant les stats, alors elles augmentent, ça reste un action RPG, t'as des augmentations de stats, etc., mais c'est toi en tant que joueur qui progresse sur ta connaissance des mécaniques et des patterns, qui fait que tu y arrives. Oui, non, mais c'est ça. Faut pas... En plus, on pourrait facilement se dire, c'est un jeu de die and retry, mais pas du tout. Parce que non, parce que tu peux. Die and retry, ce serait tu fais une erreur, tu recommences parce que tu as compris le bon timing, etc. Alors dans Dark Souls, les situations peuvent changer d'un coup à l'autre, même si plus tu avances et plus tu recommences, plus tu vas être capable d'anticiper et de connaître les éléments qui vont se produire. Mais il reste toujours une petite part d'incertitude, voilà, où tu peux perdre un petit peu ton attention, tu vas être un peu moins focus sur l'action, et puis bah, ouais, tu vas te prendre un coup qui n'était pas prévu, et ce coup peut te faire perdre les 3 quarts de ta vie, et ça va tout changer derrière. Donc c'est vraiment
une autre façon de voir le jeu, quoi. Enfin, c'est un retour finalement à une certaine exigence de gameplay qu'on a perdu dans toutes les années 2000, je pense. Et puis un ancrage dans la réalité. Oui, Moi je maintiens. voilà. Je suis chiant. Alors, tu es chiant, mais c'est encore plus vrai, c'est que pour parler du game design des univers, c'est qu'ils sont très organiques. C'est par exemple dans Dark Souls 3 ou dans les autres, dans le premier, etc. Quand tu arrives dans la zone, tu vois quasiment, tu as toujours un point de vue où tu peux voir plus ou moins les zones lointaines et ces endroits que tu peux aller. Tu vois à l'avance, en fait, en gros, ce que tu vas explorer. Et tu as des raccourcis que tu peux débloquer qui te permettent de revenir plus facilement à d'autres zones une fois que tu as réussi à faire le tour. Les points de sauvegarde, les fameux feux qu'on allume, sont toujours plutôt bien juste placés. Il y a une espèce vraiment de continuité vraiment des zones qu'on explore, ce qui fait que du coup rendre l'univers cohérent. Tout se tient bien en fait. Il n'y a pas cette espèce de je passe de la zone de glace à la zone de feu, de la zone de forêt, etc. Mais parce que t'as dit quelque chose que je trouve intéressant quand tu as parlé du bonhomme en expliquant qu'il venait pas du jeu vidéo. Et je pense que tout simplement, ne venant pas du jeu vidéo, il a pas appliqué les recettes traditionnelles qu'on nous sert depuis tous les tropes qu'on a depuis 20 ans sur les jeux. Comme je dis, tu vois, le fait que tes ennemis, ce que je reproche à Metroid, le fait que tu butes un scarabée et ça te libère un missile. C'est des trucs, c'est accepté parce que c'est des normes de jeux vidéo. Et remettre un type qui a un regard externe et qui, lui, reconstruit quelque chose de plus organique, comme tu dis, plus cohérent et plus crédible, ça a pas fait de mal. Et c'est ça, en plus, il l'a fait avec un level design hyper travaillé, et c'était ce que tu décrivais, et qui rajoute encore une couche de cohérence et d'imbrication avec le réel. Je trouve ça fabuleux. Clairement, quoi. je pense qu'aujourd'hui, Miyazaki, c'est un des meilleurs game designers, enfin level design et game designer qu'il doit y avoir actuellement au monde. Ouais. Et surtout, c'est quelqu'un, comme tu disais, qui vient pas du monde du jeu vidéo, qui n'a pas joué aux jeux vidéo dans sa jeunesse, qui est quelqu'un qui est plutôt fan de littérature, qui a beaucoup lu et qui a joué à des jeux de plateau. Donc effectivement, il a une façon de voir le jeu vidéo qui est très différent. Et lui, il a envie de raconter effectivement des histoires, mais des histoires pas comme Kojima, si tu vois ce que je veux dire. Je vois pas de quoi tu parles. J'ai hâte de pouvoir jouer au prochain film de Hideo Kojima. Mais effectivement, c'est moi ce que j'ai. D'ailleurs, une chose qui, par rapport à l'univers des Souls, moi, ce qui finalement j'aime beaucoup, c'est l'exploration. Tu as vraiment l'impression de partir en exploration, quoi. Chaque fois que tu vas rentrer dans une zone que tu connais pas, tu es toujours en fait sur le qui-vive. Et je pense que tous les joueurs des Souls ont vécu ça. C'est quand tu vois au loin un nouveau monstre, enfin quelque chose qui est vivant, il y a toujours ce moment où tu t'arrêtes, tu essaies de regarder en disant est-ce qu'il va bouger? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un ennemi? Est-ce que c'est un PNJ? Est-ce que ça va être dangereux? Puis finalement tu te dis ok, j'y vais. Alors bien sûr des fois tu tombes sur des trucs horribles et puis tu te fais tuer en un coup et tu fais genre ok, d'accord, j'avais pas prévu ça. Et ça c'est tout le temps, il y a vraiment ce côté moi d'exploration que je trouve génial dans le jeu en fait, parce que tu as toujours l'impression que tu découvres de nouvelles choses. Et le jeu est bourré en plus de secrets. Il y a vraiment beaucoup de zones cachées. Il y a, par exemple, dans le 3, il y a un donjon qui est complètement caché. Je ne vais pas en raconter, mais en gros, il faut faire une action qui te permet d'y accéder, etc. C'est vraiment super. Tu as vraiment l'impression de découvrir des choses nouvelles, choses que moi, j'avais pas ressenties depuis longtemps. C'est rare. Il y a peut-être, oui, effectivement, The Witcher, où il y a cette sensation un peu de découverte et de partir un peu à l'aventure. J'allais dire Breath of the Wild. Oui, mais que je n'ai pas fait, mais oui, Non. Mais en fait, c'est là où tu vois, comme on dit, quoi, l'influence qu'il a eue. C'est justement, je pense que Breath of the Wild, Nintendo a regardé les Dark Souls sortir. Ils ont pas repris la difficulté, contrairement à ce que tout le monde croit. Mais ils ont repris cette... Breath of the Wild est hyper cohérent dans sa construction, et justement est revenu sur tout un tas de mécaniques historiques de Zelda pour les dépoussiérer et les rendre cohérentes, enfin dans son univers, les imbriquer et faire en sorte que ce soit pas complètement artificiel d'un coup posé comme ça juste pour des conventions de gameplay. Et je pense que c'est ça la plus grosse leçon de Dark Souls, c'est ça. C'est qu'imbriquer ton gameplay, le rendre cohérent, l'expliquer par l'univers, le lore, le fait que ce soit pas gratuit, juste parce que ils en ont besoin dans le jeu, ou que c'est une solution facile dans le jeu pour eux, en tant que designer. Oui, et par exemple, il y a une chose que j'ai remarqué que tu ne vois plus dans beaucoup de jeux aujourd'hui. La plupart des jeux, tu cours. Tu cours pour aller à un point A, un point B, etc.
Dans les Ouais. Souls, non, tu cours pas. Tu cours uniquement quand finalement tu fuis, que tu sens que c'est la merde. Là, tu vas courir, mais quand tu avances, en général, quand tu découvres, tu, Ouais, t'es dans l'inconnu et tu fais voilà, tu gaffe, quoi. fais de l'inconnu, tu as compris qu'il fallait aller progressivement, qu'il faut y aller avec prudence, parce que tu sais pas à quoi tu vas faire. Donc tu te prépares et tu essaies d'anticiper, alors que dans plein d'autres jeux, bah, finalement, t'as pas ce problématique-là, enfin un truc problématique, ce mode de fonctionnement. Et ça, c'est vraiment spécifique aux Souls. Et tu parlais de toute la partie histoire et scénario. C'est un jeu où en gros tu peux t'intéresser à l'histoire, mais que l'histoire n'est pas racontée, Hmm. c'est des non-dits. C'est-à-dire que les PNJ vont te raconter des histoires, mais séparément des petits bouts. Et beaucoup de choses vont être dites par les objets, par les lieux que tu visites, mais en fait c'est un peu à toi de découvrir en fait, dans l'univers quel tu évolues. Et tu peux très bien aussi décider de dire, bah non, moi l'histoire ça m'intéresse pas, tout ce que je veux c'est avancer, tuer des gros monstres, et puis aller à la fin du jeu, quoi. C'est en jeu, en purement Ouais. exploration, et l'histoire n'aura pas beaucoup d'influence sur toi. Moi, ça, c'est un truc qui me fascine d'ailleurs là-dessus, parce que je sais pas si à la base c'était une contrainte parce qu'il avait pas de budget pour faire des cinématiques, tu vois, ou ce genre de choses. Je pense pas que pour le 3 par exemple ce soit Non, je vrai, pense mais je pas, hein. parle pour les plus vieux, pour Demon's Souls et pour le premier, ou si c'était un choix 100% volontaire, quoi. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, ça a amené quelque chose pareil, quoi, une autre façon de raconter, enfin, de raconter de façon optionnelle, de pas. L'écriture dans le jeu vidéo, on s'en plaint tout le temps, et à juste titre, c'est souvent mauvais, quoi. Mm. Lui, il essaye pas. Et quand tu réfléchis, le récit qu'il te raconte, il te raconte l'univers. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas Euh, intéressé à une histoire. En fait, ton personnage à toi, d'ailleurs, c'est pas vraiment un héros, puisque on te c'est dit à ça. chaque fois dans chaque jeu que finalement tu n'es que l'un parmi X prétendants à une quête. Donc en Ouais. fait, tu n'es un anonyme quelconque qui va tenter de réaliser une quête impossible. Euh, et du coup, effectivement, Mais l'histoire ne tourne pas autour de ton personnage. c'est ça, mais en fait, parce il te raconte l'histoire du monde. Et pas. Et du coup, la narration s'envole un petit peu et sort de tous ces poncifs à la con des récits, tu sais, du héros Mm. classique, quoi. Et je trouve que ça oxygène vachement et ça a donné effectivement beaucoup de bien à. Beaucoup de bien au médium, d'une manière générale. Oui, Euh, et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, voilà, les jeux ont eu un impact sur tous les autres jeux. D'ailleurs, on a parlé un peu de Dark Soulisation du jeu vidéo parce que et voilà, ça a inspiré énormément de jeux. Aujourd'hui, on dit ah ben ça c'est Dark Souls. Il y a plein de jeux qui essayent de se rapprocher, par exemple, pour citer The Surge, qui... Ouais, mais alors The Surge, c'est carrément. Eux, clairement, ils Ah oui, essayent de copier la recette en intégralité. C'est-à-dire que. Mais c'est pas ça que tu vois pour moi le côté le plus non, non, c'est pas influent. ça le C'est côté fort, justement mais comme je je veux dis. dire qu'il y a déjà il y a des clones du jeu, Ah, qu'il y a des des copies copies. de Ah jeux oui, clairement. qui Bien plus ou moins sûr. réussis, donc, mais qui essayent de faire effectivement de reprendre ce qu'a fait un peu la force des Souls. Et puis après, Et il y en a un ouais. paquet, parce que si tu comptes en plus les versions 2D, Voilà, c'est ça. Parce les. que ça reste, on disait tout à l'heure, c'est un action RPG, mais c'est aussi un peu un Metroidvania, parce qu'au final, tu as Oui. cette logique que tu découvres des zones, tu débloques des passages, des raccourcis, tu récupères des nouveaux objets, etc. Donc c'est un peu un Metroidvania, et aujourd'hui, il y a plein de jeux aujourd'hui qui s'inspirent de Dark Souls pour faire des jeux type 2D ou 3D d'ailleurs, mais effectivement 2D, pour par exemple citer le jeu qu'on aimerait adorer, Hollow Knight. Voilà, Oui. c'est exactement ça. Mais. Ouais, puisque ce qui copie d'ailleurs, c'est la non-linéarité du truc. Parce que de mémoire, l'exploration de Dark Souls, elle est quand même super libre. Mm. Tu peux le faire un paquet de zones dans le désordre, un peu comme tu Surtout dans le veux. 2, effectivement, où le 2 est beaucoup plus éclaté. D'ailleurs, le 2, si je devais recommander un peu sur tous les jeux, c'est celui que je recommande le moins. C'est celui qui n'a pas été développé, enfin réalisé par Miyazaki. Ouais, il était Il sur autre était sur chose. autre chose, donc il était d'ailleurs sur le 3. Et effectivement, Ou ou Bloodborne. Bloodborne d'ailleurs, plutôt Bloodborne. Même si Bloodborne Mhm. et le 3, Dark Souls 3 ont été développés en concomitance, hein. Ça se voit Mhm. quand on joue aux deux jeux. Et au final, ouais, Dark Souls 2 effectivement est plus éclaté, c'est un petit peu moins organique au niveau de l'univers, mais ça reste très sympa aussi. Bon, je trouve que c'est le 3 qui est vraiment l'aboutissement complet. Et Bloodborne, que j'ai pas encore parlé, Bloodborne qui est probablement l'un des meilleurs jeux de la PS4, clairement. Ceux qui ont une PS4, vous n'avez pas Bloodborne, achetez Bloodborne, surtout qu'il n'est pas cher. On peut le trouver à 15 euros, 20 euros. C'est la même formule, mais dans un univers plutôt Lovecraft, victorien. Euh, et avec une logique, autant Dark Souls c'est la Dark Fantasy,
avec des boss monstrueux, les ténèbres, etc. Autant Bloodborne, c'est la folie en fait. Ouais, et puis avec un lore, moi j'ai lu. Alors encore une fois, j'y ai pas joué, j'ai pas de PS4, mais j'ai tellement lu et vu sur le lore de Bloodborne que je sais qu'il est dans ma priorité de jeu à faire dès que j'aurai une PS4 ou une PS5, je sais pas Ouais. ce que je prendrai, mais euh, Tu vas pouvoir y jouer parce sur que PC, tu vas pouvoir y jouer avec le PlayStation Now, je pense. Très certainement. Voilà. ouais, Mais ouais, clairement, c'est un jeu qui est fantastique au niveau effectivement de l'histoire, de l'univers, de la cohérence de l'univers. c'est ça. Et alors, j'ai pas joué beaucoup à Bloodborne. Alors, j'ai fini le Dark Souls 3, le 2 est quasiment fini. Le Dark Souls, j'ai pas mal joué aussi. Bloodborne, j'ai pas mal joué. En fait, j'ai repris 2 fois parce que j'y avais joué. J'avais aidé mon frère qui n'était pas très doué. Et donc, j'ai joué plusieurs fois chez lui. Et puis là, je l'ai acheté pour le podcast cet été. Donc, j'ai un pas mal avancé dessus. Mm. C'est un jeu qui reste similaire des Dark Souls, mais qui se veut quand même plus nerveux. Les mouvements, le fait déjà qu'on a une arme à feu, le fait qu'on puisse faire des roulades beaucoup plus rapides. Alors, C'est un peu un Souls ouais. auquel on a filé un peu de l'amphétamine, mais pas trop non plus. Hein, Bah, moi, c'est le seul problème que j'ai avec la série d'ailleurs, puisque t'en parles de ça. C'est d'un point de vue animation. Alors, leurs animations sont hyper travaillées pour être très lisibles, etc. Mais moi, j'ai toujours l'impression que les mecs flottent, tu sais, un peu sur le sol, enfin glissent un peu sur le sol. Euh, et c'est un truc qui a tendance vraiment à me sortir de ce délire-là, parce que justement, tout le reste est tellement cohérent que quand je vois un truc qui est clairement artificiel, ça me, tu sais, enfin voilà, j'ai ce défaut-là, quoi. C'est que ça me saute, ça me fait tout de suite casser mon trip. Et je sais que j'ai mis du temps sur Dark Souls 3, quand j'y ai joué, à passer ce cap, à accepter le truc. Après, je m'y suis fait et je suis rentré dans le truc, mais voilà, j'ai vraiment mis du temps. Et dans tout ce que je vois de Bloodborne, j'ai encore plus cette impression sur Bloodborne, parce que vu que les mecs sont grands, et ils ont tendance à tourner, tu sais, en restant immobiles sur eux-mêmes, c'est-à-dire tu vois vraiment l'objet 3D tourner devant toi, quoi, et glisser sur le sol, et ça c'est un truc qui, moi, me sort toujours du délire, c'est dommage, hein. y a un C'est moi. gameplay ouais, un peu particulier. On sent il n'a pas trop évolué dans la série, donc bon, il faut s'y faire, mais moi ça me choque pas particulièrement. Non, mais comme je dis, moi, c'est une question d'habitude. Ça me choque à chaque fois que je revois une vidéo, alors que ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Mais au bout de quelques secondes à regarder, je suis assez vite fasciné par ce qu'on nous montre. Parce que tu parlais univers Lovecraft, Bloodborne, le design est Ah non, hallucinant mais de ce que j'ai vu. Et j'ai essayé de pas trop me spoiler de il faut trucs. pas se. Moi, je divulgacherai rien du tout. Je ne sais pas trop de Et parler sur les voilà. jeux en Et détail, mais effectivement, il y a des boss et des univers qui sont c'est ça. fabuleux. Et, et même Dark Souls, le peu de boss que j'ai vu, putain, c'est des trucs, mais waouh, ils ont de la Ah oui, gueule. Ça a de la gueule, c'est quoi. exactement ça. C'est-à-dire que de tous les jeux que j'ai joués en fait dans ma vie, c'est dans ces jeux-là où j'ai eu les boss où je transpirais en disant waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc Alors, voilà, et puis même les ennemis de base, ils ont tous quelque chose qui te met mal à l'aise, tu sais, l'étrange difformité, ce principe-là qui fait qu'on te présente quelque chose qui a l'air humain, quoi, mais juste, il y a quelque chose qui va pas Mm. dans ses proportions, dans l'animation, et je trouve que c'est parmi les jeux qui l'exploitent le mieux. Même les Oui, créatures bien de sûr. base, dans Dark Souls, elles sont dérangeantes. Même le zombie de base, il a vraiment quelque chose dans son Il y a un animation. travail en fait sur l'univers et sur les ennemis parce qu'ils ont développé énormément d'ennemis en plus. Mm. Et En plus, ouais. l'univers qui te met mal à l'aise. Il y a un petit côté un peu, moi ce qui me fait Ouais, penser un peu à Silent Hill finalement, où il y a un univers en fait, tu sais pas trop, c'est t'as des ça. références de choses que tu as déjà vues, mais effectivement il y a un petit décalage où c'est pas tout à fait pareil. Et effectivement Mm. tu te dis, et comme les histoires est non dit, tu sais pas trop en fait ce qui s'est passé. Ouais, et puis, oui, c'est exactement ça. Tu sais pas trop, ouais, et puis encore une fois, la DA est cohérente d'une manière globale. C'est que t'as pas un monstre qui va arriver, qui va sortir complètement du délire ou qui va être complètement foutraque. C'est vachement cohérent. Et Ah, d'ailleurs, c'est assez, c'est très, comment dire, éprouvant comme ambiance, hein, ah. les Dark Souls. Ah oui, oui, il faut faire des pauses de temps en temps pour jouer à autre chose parce que c'est des jeux où tu peux plonger dedans. Enfin, en tout cas, moi, quand j'ai joué à Dark Souls 3 pour le premier, je suis tombé dedans. Ma Mm. conjointe, elle disait c'est bon, tu peux jouer à autre chose. En plus, ça fait peur, tu tues des monstres, etc. Donc, mais c'est des Et- très très grands jeux. Moi, je conseille à n'importe qui peut y jouer. Surtout, je conseillerais, si je devais résumer, je dirais le 3 et Bloodborne. Voilà.
Le 2, vous l'évitez un petit peu. Le Dark Souls en remaster, bon, ben voilà, il est très bien aussi. Ouais, alors après, c'est très bien qu'il y ait du succès, ça leur a permis justement de peaufiner un peu la technique, parce que ça a été un problème quand même. Moi, je me souviens du Dark Souls quand il est sorti sur PC, le portage était Ah, ouais, faut savoir dégueulasse. qu'en plus, le Dark Souls est sorti donc en 2011. En plus, le portage a été fait vraiment effectivement à l'arrache, sachant que Ah ouais, il a été fait rapidement. En gros, bon, on va vous le porter. Et d'ailleurs, la communauté sur PC a fait les patchs, etc. C'est eux qui ont en gros maintenu mm, le jeu. c'est ça. Maintenant, effectivement, sur le 3, c'est nickel, il n'y a pas de problème. Le 3 c'est propre, le remastered apparemment tourne Oui. bien aussi. Moi j'hésite à me le prendre sur Switch, j'en sais rien. Parce que je pense qu'en plus pour moi c'est un jeu qui s'adapte bien à la Switch. Tu sais, le côté reprendre ta partie là où t'en Oui. étais et la mettre en pause quand tu veux. Encore une fois, je trouve que c'est la grande force de la Switch, c'est ce côté C'est immédiat. pratique de faire des petits runs, effectivement, en partant du feu, aller faire quelques Exact, trucs et puis reprendre plus tard. c'est ça. Mais j'hésite parce que d'après ce que j'ai lu, ouais, encore une fois, même le remastered sur Switch, Ouais, la bon, Switch, la Switch est ce voilà, qu'elle est, hein, c'était pas une console très mais puissante, le jeu est pas très optimisé. Il faut savoir qu'en plus c'était, enfin, Dark Souls est issu de Demon Souls d'une époque où en gros les développeurs japonais avaient beaucoup de mal quand même sur la plateforme de la PS3, que les portages, voilà, c'est ça. voilà, il y a un héritage qui est un peu compliqué quoi. Ce qui n'est plus le cas avec les dernières productions. Euh, Non, puis même Bloodborne est un. Même si techniquement il n'est pas le plus impressionnant de la PS4, esthétiquement, c'est un des plus beaux jeux de voilà, la il console. rame, mais il est très très beau par contre. Mais même sur Mm. Pro d'ailleurs, donc. Ouais. Euh, Et Sekiro a été plutôt, d'après ce que j'ai lu, est hyper propre, quelle que soit la console, et c'est encore une fois pas forcément le jeu le plus beau, mais au moins il tourne nickel. Voilà, pour parler un peu de la suite, effectivement, tu évoques Sekiro. Alors, je n'ai pas encore joué, qui est sorti en mars de cette année, 2019. Mhm. En gros, ben, on reste dans la même logique. En gros, c'est un peu le mix entre les deux, puisqu'on est dans un monde japonais féodal, avec du fantastique, Ouais, avec un peu effectivement la réactivité d'un Bloodborne et un peu le challenge des Souls. Donc, très gros jeu apparemment aussi, très bon jeu. Donc, de ce que voilà. j'ai lu. En tout cas, tous ceux à qui j'en ai parlé et qui ont joué, effectivement, me disent que c'est très très bien, très difficile. Le challenge a été. D'ailleurs, certains disaient qu'il était beaucoup plus dur que les précédents. Donc, à voir. Bah, je pense qu'en fait, ouais, d'après ce que j'ai lu, ils ont quand même modifié plein de choses. C'est pas juste un Non, Dark non, Souls Miyazaki d'ailleurs avait au dit qu'il Japon, ne voulait plus faire de Souls et c'est pour ça que le jeu est c'est ça. différent. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont joué à Sekiro qui n'ont pas fait les Souls forcément avant et qui du coup font genre, ouh, c'est un Ouais, peu rude. Oui, bah oui, ça a voilà. toujours été. Bonne surprise, ouais. Si tu as déjà joué à Bloodborne, Dark Souls, bah, t'as pas de surprise à mon avis. Euh, et puis le prochain jeu, bah, c'est Elden Ring. Donc c'est le gros projet. Oui, Donc là, c'est un peu mystérieux. Il a été présenté à l'E3. On n'en sait pas grand-chose. non, c'est juste que c'est un Voilà, open world, je Open crois. World et que c'est écrit avec George Martin, donc le créateur de Game of Thrones. Moi, je suis pas personnellement fan des livres de Game of Thrones. J'ai lu, Ah, moi, je j'ai déteste. lu les deux Donc, premiers et j'ai même pas fini le troisième. J'accroche pas à la narration, sachant que je les lis en plus en version originale. J'avais bien aimé le premier, le deuxième, je l'avais pareil, je l'avais assez bien lu rapidement. Mais j'ai décroché un peu pour la suite. Je suis pas fan, mais je pense que entre Miyazaki et Martin, il y a peut-être quelque chose qui peut se faire quand même. Je pense que. oui, oui, bah après, Martins, moi, c'est pas mon genre d'écrivain, tout simplement. Voilà, c'est un mec qui écrit des personnages. Il écrit pas des histoires, il écrit des personnages. Et donc il développe des personnalités et puis il les laisse évoluer un peu comme il veut. Voilà, bon, c'est résumé très grossièrement ce Oui, que je je dis, sais. Oui, non. attention. Alors que moi, j'ai toujours tendance à ce que l'auteur ait une vision de son histoire, de ce qu'il a envie de me raconter. Or, Martins, il sait pas forcément ce qu'il va te raconter. Oui, bon. Il le dit lui-même. Il sait pas comment va se finir son histoire, il fait évoluer ses personnages et c'est les personnages qui lui donnent la fin de son truc. Et justement, je trouve ça vachement intéressant qu'il s'associe avec un mec comme le créateur de Dark Souls. Parce que lui crée des univers cohérents avec un lore très détaillé, etc. Mais jusqu'à présent, dans les Dark Souls, il n'y a pas de personnages. Enfin, Oui, tu vois bien ce que je veux sûr. dire, c'est pas des univers centrés sur des C'est personnages, ce qu'on c'est disait vraiment des avant. trucs. Voilà, c'est centré sur des mythologies et sur des choses. Et du coup, ouais, le mélange des deux là, bah ouais, ça peut donner quand même quelque chose qui. Je sais Je, je, pas. je, Tu vois, dans un monde ouvert, je suis pas je inquiet suis sur curieux. l'univers. Moi, je pense que ça peut avoir un truc vraiment super et je suis pas inquiet vraiment sur ça. Je suis plus inquiet sur effectivement le gameplay du monde ouvert où
Voilà, moi, le monde ouvert, je suis entre deux parce que disons que j'aime bien savoir ce que je vais faire. J'aime bien être un peu guidé, Bah, donc c'est un peu ça que j'attends de voir comment ça va être structuré. moi je te dis, vu que pour moi, Breath of the Wild et le Zelda qui a digéré. Enfin, qui a fait un monde ouvert digéré, merci Dark Souls, je maintiens. Euh, je suis. Ouais, non, je suis pas inquiet là-dessus, quoi. Je pense que. Enfin, faudra Ah, voir, hein. pour Peut dire l'instant, une on n'a pas connerie. d'informations, on Mais n'a pas de vidéo de gameplay, on non, n'a on n'a rien, on n'a rien. même pas de date, sachant qu'ils ont quand même sorti beaucoup de jeux quand même en l'espace de là dans la décennie. Ils en ont sorti quand même 5. C'est Ouais. quand même pas mal quand même pour un développeur, donc bon, on verra. Non, mais ouais, moi je suis curieux. Je suis très curieux. Tout me semble intéressant dans la proposition, donc j'ai envie de voir Ouais, la moi suite. aussi. Voilà, puis bon, bah écoute, je trouve qu'on a bien fait le tour hein, quand même, parce que je Ouais, pense je qu'on pense. pourrait en dire beaucoup de choses. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient, parce qu'on n'a pas trop parlé de Bloodborne et on n'est pas rentré en détail dans chaque épisode de Dark Souls sur le lore, moi j'invite nos quelques auditeurs à aller voir le podcast La fin du game. Ils ont fait 2 podcasts excellents sur le sujet. Un sur Oui. tous les Souls et un spécifique sur Bloodborne. D'ailleurs, celui sur Bloodborne est très très bien. Donc, avec le spécialiste français de la série, hein, Exerve. Allez écouter ça, c'est vraiment super. Je pense que vous pourrez creuser un peu plus sur la partie histoire. Mais voilà, si vous voulez jouer à des bons jeux et comprendre, allez-y. Et surtout, faut persévérer parce que finalement, c'est quand on persévère qu'on réussit. Et là, il y a un plaisir. C'est parfait. Ok, bah écoute, voilà pour moi. On va passer à nos recommandations coup de gueule et coup de cœur. Fight. Humiliation. Excellent. Holy shit. Eh ben écoute, c'est parti maintenant pour un peu nos coups de gueule ou nos coups de cœur. Bah écoute, je crois que t'es en colère. Ouais, un petit peu. Je suis en colère sur des trucs débiles, mais c'est comme ça. Parce que en fait, vu que j'ai du bien de plein de jeux et que j'ai fait des trucs sympas cet été, tu vois, il fallait bien que je compense. Le premier, c'est un truc, ça va te faire marrer. J'en ai marre des mises à jour des jeux. J'en ai marre des mises à jour, mais surtout, tu vois, il y a un phénomène là qui m'a vraiment gonflé. C'est pourtant un jeu que j'adore, c'est Dead Cells. Mhm. Euh, Cet été, j'ai pas arrêté de me prendre des mises à jour pour le jeu, mais des mises à jour qui modifient le gameplay, qui rajoutent des trucs, qui changent des règles, et ça me saoule. Enfin, je veux dire, à un moment, les gars, votre jeu il est sorti. Vous avez plein de nouvelles idées, c'est super. Faites un nouveau jeu, faites un DLC, faites ce que vous voulez. Mais moi, quand j'y joue de façon épisodique, je suis pas un speedrunner, je suis pas là pour ça, et j'ai. Par contre, ouais, vous me passez votre temps à me modifier mon jeu, quoi. Si tu veux, je traverse la Garonne et je vais leur dire. Mais ouais, mais enfin, tu vois, je trouve ça dommage. C'est encore une fois, à un moment, votre jeu, faut le laisser vivre. Vous avez des idées, très bien, faites-en un autre. Voilà, créez Dead Cells 2, mettez toutes les nouvelles idées que vous avez dedans, euh, mais arrêtez de modifier des règles fondamentales de gameplay comme ça. Alors là, je pense peut-être qu'une des bonnes solutions, c'est de faire comme avait fait Subset Game avec FTL, c'est de faire un mode avancé Ouais, c'est ça, qu'on peut activer à la volée. c'est ça. Mais tu vois, comme je te disais, alors ils ont fait un gros patch sur lequel ils ont revu complètement les difficultés, etc. Puisque ils ont clairement nivelé enfin vraiment baissé la difficulté du jeu de façon très sensible. Pourquoi pas? Ils avaient rééquilibré d'autres trucs. Mais encore une fois, votre jeu il est sorti d'accès anticipé. Euh, Là, moi j'ai vraiment l'impression de continuer à jouer la version anticipée de Dead Cells où je sais pas ce que je vais avoir dans la prochaine mise à jour. Et ça me Ouais, dérange. ouais, je comprends ton point de vue, mais je suis partagé parce que je trouve ça bien de vouloir continuer à faire évoluer son jeu, mais c'est peut-être la méthode qui est peut-être pas la bonne. Oui, mais comme je dis, c'est que tu fais des gros patchs ou j'en sais rien. Mais moi là, enfin, c'est- il y a eu un changement de trop quoi. C'est que j'ai encore découvert un truc là, la dernière fois que j'ai joué, parce que le jeu avait été mis à jour. Et du coup, j'ai fait merde, mais enfin, Tu ne retrouves pas c'est tes marques en fait. ouais, c'est des modifications majeures de gameplay quoi. Donc je trouve, tu te fais avoir et ça m'a foiré une partie parce que c'était un truc que j'avais jamais vu et clairement c'était une nouveauté. Et j'ai perdu un run à cause de ça. Bon, bah, c'est pas grave, mais ça fait chier. Voilà, ça c'était mon premier, premier truc. Euh, je t'avais dit, tu vois, c'est ridicule, hein, c'est vraiment un coup de gueule pour rien. Le deuxième, on en parlait, ben, on en a parlé beaucoup dans le débat Dark Souls, quoi. J'en ai marre du débat sur la durée de vie des jeux et leurs difficultés, en fait. Mm. Cette espèce de besoin qu'on a toujours de mettre un rapport entre le prix de ton jeu et le temps que tu y as joué. Parce que ça veut rien dire.
En fait, ça dépend tellement des jeux et de plein de trucs. Il y a des jeux sur lesquels que j'ai payé 20 euros, j'y ai passé 300 heures. Des jeux que j'ai payé 60 euros et j'y ai joué que 2 heures. Enfin, ou 3 quand même. Mais ouais, je sais pas, je trouve que c'est un débat qui est pas sain et qui est jamais bon en fait, qui sert à rien. Non, c'est quelque chose de très personnel. En plus, tu peux avoir des jeux effectivement où tu vas avoir une durée de vie très courte, mais sur lequel tu vas avoir une expérience très forte. C'est ça. Quel est le prix pour une telle œuvre? Enfin, Ben oui, exactement. est-ce que ça mérite 40 euros parce que l'expérience est importante? Mais des gens vont te dire, ah non, bah, ça vaut pas 40 euros parce que j'ai joué que 3 heures, tu vois. Ouais, et puis après ça dépend des moyens des devs aussi, tu vois. Quand les mecs ils t'ont fait pour raconter ça, ils avaient besoin de te faire avec un truc en 3D, avec beaucoup de cinéma, enfin pas forcément de cinématique, mais beaucoup de moyens, d'effets, etc. Bah il y a du taf derrière. Donc bah oui, là forcément, tu vas payer plus cher. Enfin, alors qu'un jeu en 2D, pas trop, ok, il pourrait être vendu moins cher. Ils auront peut-être la même durée de vie. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de facteurs qui jouent sur le rapport prix durée de vie. Et encore une fois, il n'y a pas de règle. Les jeux systémiques comme, j'en sais rien, Oxygen Include ou Don't Starve, même, enfin tous ces jeux-là, toute cette série de jeux où tu vas passer des centaines d'heures. Ouais, ben, par exemple, moi je citerai comme FTL, on en parlait juste avant. Hum, C'est un jeu qui coûte pas très cher, non, auquel tu peux passer des centaines d'heures, hein. exactement. Mais parce que c'est un roguelike. Enfin, il a été conçu pour ça. Oui, Mais c'est comme le tarot ou autre, tu vois. Enfin, à un moment, si tu veux faire des parallèles, c'est des jeux à gameplay. FTL, moi, je me suis éclaté, mais il n'y a pas d'histoire dans FTL. Il te oui, non, mais raconte rien. le truc c'est que il faut voir le problème jeu par jeu. Tu peux pas dire, C'est ça. je considère que au-delà d'un certain prix, je dois avoir une telle durée de vie. Non, ça marche pas comme ça. C'est plus compliqué que ça. Ça dépend du gameplay, de l'histoire, de l'expérience que tu vas avoir, la rejouabilité, est-ce qu'il va y avoir des mises à jour, ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup plus compliqué. Ouais, non, je comprends. Je suis totalement d'accord avec effectivement ton Et mécontentement sur ce sujet-là. ouais, parce que ça me saoule que ce soit abordé ou que on est toujours, on voit ça toujours dans les commentaires sur les sites, de trucs qui parlent. Ah, c'est cher hein, par rapport à la durée de vie, mais si vous prenez que ça en compte comme critère, bah, allez pas au cinéma, achetez pas de films. Enfin voilà, arrêtez d'acheter des biens culturels quoi. Mais on a Tu- une époque aussi où je pense que les soldes Steam ont donné de mauvaises habitudes aussi aux joueurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est facile d'avoir des jeux peu chers Voire gratuit, parce pour que moi tu sais voir. que j'ai Voilà. fait. T'imagines que moi j'ai 8 jeux ou 9 jeux gratuits par mois en fait, quand tu réfléchis, entre le Twitch Prime. Les Humble qui sont donnés, l'Epic Game Store qui t'offre des jeux tout le temps là. C'est un truc de fou. On est à une époque, ouais, où aujourd'hui, tu peux te faire une ludothèque en un an, tu peux te faire une ludothèque de 200 bons jeux gratuits. Voilà. Je dirais C'est... que ceux qui savent, à l'époque, quand on payait 350 francs notre jeu sur NES et qu'on avait que la jaquette pour se décider et un test moisi dans Player One, C'est ça. Mm. c'était pas la même histoire. Donc, Bah, pourquoi tu crois que j'ai passé des heures sur un jeu Mega Drive qui s'appelait Fantasia et qui était une merde immonde, injouable, voilà, et pourtant, bah, j'y ai passé des voilà, après-midi entiers parce que j'avais rien d'autre on, et on- que on a tous on a tous nos traumas là-dessus. ouais, nos traumatismes d'enfance sur certains jeux, hein, j'ai les miens aussi, hein. Donc, il y a des jeux qui sont dans un cellier, dans une boîte fermée à clé, dans un coffre. Mm. Voilà. Alors du coup, parce que si tu prends sur ce débat-là, Fantasia, il faut l'acheter. Il a un super rapport durée de vie prix. Oui, oui, Tu vois? tous les jeux Parce que pour en... infogrammes. Ouais, voilà, parce que pour en voir la fin, putain, tu vas y jouer. Hein. Mais voilà, enfin, bref. Ouais, non, Voilà. mais je comprends. C'était mon énervement. Ouais, non, mais c'est les commentaires souvent débiles qu'on peut voir sous Steam ou sous n'importe quel test de jeu sur un site. Ouais. Exactement. Ouais. Bah écoute, moi j'ai pas de coup de gueule cette semaine. Je pourrais bien trouver un ou deux, mais j'ai plus Ouais. un coup de cœur puisqu'il y a un jeu auquel j'ai pas mal joué et qui est sorti en version définitive au mois de juillet. C'est Oxygen Not Included, donc de Ouais. chez Clay. Tu disais juste avant, donc le studio qui a fait le Sans Faute. Hein, ils ont fait que des jeux. Non, ils ont fait Incroyables. Shank. Oui, Shank et Shank 2. oui, Qui sont enfin, pas. oui, mais bon, après, ils nous ont fait Don't Starve, ils nous ont fait Non, mais ils nous ont fait c'était juste Inc, pour voilà. troller. Voilà, mais C'est un studio incroyable. voilà, C'est un studio et incroyable. en plus, à chaque fois, ils font des jeux différents, c'est bon. Bref, Et puis, puis ils font le jeu. En fait, t'as l'impression qu'ils arrivent dans un genre de jeu et ils te disent bah, nous, on va faire le jeu définitif oui, de cette catégorie. coucou, Allez. allez, on va faire voilà, le meilleur jeu de survie, bam, Don't Starve, voilà. On va faire le jeu d'infiltration, allez hop, Evil Inc. Voilà, et là, ils ont fait donc
Oxygen Included qui était en version Early Access depuis un bout de temps, Ouais. qui est sorti en version donc 1.0 fin juillet. Mhm. Donc j'ai relancé en me disant, et enfin c'est toujours aussi génial. Enfin, pour si tu vite fait, en gros, on contrôle des avatars dans un univers en 2D qui sont mieux d'un astéroïde et qu'il faut trouver des ressources pour survivre. Donc il faut de l'eau, de l'oxygène, de la nourriture. Donc il faut creuser l'astéroïde, construire des salles, etc. C'est typiquement le jeu. Allez, encore un tour. Allez, encore un quartier et puis je vais me coucher. Voilà. Oui, puis c'est un jeu qui simule absolument tout et qui a des mécaniques de gameplay pour absolument tout. Alors moi j'ai pas accroché, hein. Moi je te le dis, j'essaye d'y jouer parce que c'est pareil, je vois l'intérêt et c'est des genres de jeux que j'aime bien. Mais il y a un côté, je sais pas. En fait on m'a vendu le jeu en disant oh là là, la moindre mauvaise décision tu vas la payer cash et, Oui et et ça va non. et ça va virer la catastrophe tout de suite et tu vas le voir. Et en fait, je trouve les débuts de partie très lents et que bah ouais, ça vire jamais la catastrophe quoi. Chez moi, Alors, tu as eu de la chance. Moi, j'ai souvent recommencé les parties parce qu'effectivement, ça vire la catastrophe. Ou, genre, en gros, j'ai fait une épidémie de gastro et ils étaient tous en train de se vomir et de se faire dessus partout. Et résultat, je passais mon temps à éponger le vomi d'une des parties de mes personnages. Sauf que d'autres tombaient malades, donc ils se mettaient à vomir. Donc j'essayais de l'éponger, qui faisait rendre d'autres autres malades, qui du coup vomissaient. Enfin, le cercle, ouais, le cercle vicieux. le Ouais. cercle du vomi. Et effectivement, au bout d'un moment, tu fais bon, allez, c'est bon, je reprends depuis le début. Et tu recommences une partie. Ouais. Tu dis, bon, cette Ah, non, fois, je vais faire attention. Et effectivement, par itération, tu vas essayer d'améliorer tes parties. Mais tu passes un temps, c'est une faille spatio-temporelle ce jeu. oui, alors moi, donc il y a effectivement, bon, il y a ce côté-là, moi que je te dis, comme je reproche, je trouve le rythme assez lent. Enfin, de mon côté, hein, après, comme je dis, je pense pas avoir un ressenti. Et puis il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a plein de mécaniques, j'arrive pas à les faire marcher. Il y a plein de trucs, leur système hydraulique, etc. Alors je suis peut-être pas câblé comme il faut dans mon cerveau, j'en sais rien, mais réellement, je galère à faire fonctionner certaines mécaniques de base du jeu. J'avoue que dans la Early Access, alors j'aurais fait que je fasse des notes pour pouvoir comparer avec la version définitive, mais effectivement le système d'arrivée d'eau et de traitement des eaux usées est un peu... c'est pas très clair au niveau de la mise en place. Une fois que tu as compris, ça marche. Mais il y a beaucoup de choses effectivement dans le jeu qui nécessitent de l'expérimentation pour comprendre comment ça marche. Ah bah, je vais te dire un truc hyper con. Je vais prendre un exemple débile. Le truc qui te permet de vider les bouteilles d'eau usagée. Tu vois ? Oui, très bien, ouais, parfaitement. Voilà. Bah, ce truc-là, j'en dois être à 25 heures de jeu, j'ai enfin compris comment le faire fonctionner. Jusque-là, je comprenais pas. Les mecs arrivaient, ils me vidaient, et puis ça se vidait sur le sol. Tu vois, mais je voyais même pas par où ça se vidait en fait. Du coup, j'avais pas compris qu'il fallait le mettre au-dessus d'un précipice pour que ça te vide le truc dans le précipice. Oui, en fait, c'est comme je disais, il faut expérimenter pour comprendre comment ça. ça fonctionne. Et Ouais. tu vas comprendre que, par exemple, il faut que tu fasses une sorte de réserve d'eau sale que tu vas ensuite traiter pour pouvoir la C'est ça. réutiliser et faire un espèce de cycle fermé pour que l'eau et l'oxygène puissent être retraités et réutilisés en permanence. Donc ouais, après, je considère que c'est un jeu extraordinaire. Hein. De ce que je vois, de tout ce que je sens en termes de mécanique, il faudrait que j'y investisse. Le problème, c'est que j'ai pas le temps. Ah, mais c'est un jeu, comme je dis, c'est chronophage, c'est horrible. Ah oui. Sur genre, la partie nourriture, moi je sais qu'effectivement il y a des choses que je n'arrive pas à faire. Et je me dis, je mets de côté. Je dis, c'est bon, j'arrive à retrouver de la bouffe qui permet à mon équipe à survivre, ça suffira quoi. Mais effectivement, il y a une profondeur de jeu et puis ils font des mises à jour très régulières. Le jeu est bien maintenu. Et alors il y a peut-être le petit truc peut-être, c'est que au-delà du simple fait comme motivation que tu as de construire, tu sais, des trucs de plus en plus complexes pour le bien-être de tes bébêtes quoi, enfin de tes clones, je trouve que le jeu manque d'objectifs fondamental. C'est un bac à sable. Ouais, c'est un bac à sable. Ça, je suis d'accord. Mais même, je sais pas. Il y a le souci un peu comme il y avait moi dans Don't Starve où finalement tu peux arriver à un stade où tout marche très bien. Et tu te dis, je fais quoi maintenant ? En fait, Don't Starve, alors tu vois, c'est vachement bien que tu fasses ce parallèle parce que du coup, ça me débloque ce que je pensais. C'est que j'adorais Don't Starve et j'y ai passé des centaines d'heures parce que c'était un jeu où, justement, en gros, ta partie peut s'arrêter sur une seconde d'inattention. T'as beau faire des trucs hyper rodés, etc., il y a toujours un moment où tu vas avoir besoin d'une ressource, tu vas y aller la nuit pour explorer et tu vas crever comme un con parce que t'as fait un truc qui foire. Donc t'étais tout le temps obligé d'être à 100%, tu vois, dedans.
Et Oxygen Not Include, moi j'y arrive pas parce que je mets le temps d'accélérer. Bah, le différent, c'est que dans Don't Starve, tu es, entre guillemets, acteur de ce qui se passe. Ouais. Alors que là, comme tu disais par rapport à Northgard au début, on est dans du gameplay indirect où finalement Oui, tu, tout à fait. tu donnes des instructions. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, si tout est bien rodé, bah, ça va tourner tout seul. Don't Starve, Ouais. c'est un peu différent dans le sens où même si tu as tout fait et que tout marche nickel, tu as quand même les actions d'aller récolter, d'aller replanter, etc., de chercher certaines ressources. Mais tu peux arriver à un moment, effectivement, à un stade, moi ça m'est arrivé sur des parties à 80-90 jours ou 100 jours, où tout marche parfaitement, et finalement je me dis, bah maintenant, quoi, que faire? Bah t'allais explorer les caves. Oui, voilà, et je mourrais, et je recommençais une Voilà. partie. C'est ça. Là, enfin voilà, je pense que je vais réessayer, je vais relancer une nouvelle partie. La dernière partie s'est terminée en autre boudin, il y a un mec qui est mort parce que je lui ai demandé de construire un truc, il est tombé dans du gaz carbonique et le temps que je construise l'échelle, il était mort. Mais donc je vais recommencer parce que Ouais, puis, c'était un de mes 3 clones de départ, hein, donc partir avec 2 clones, ça va faire mal. et puis sinon, bah, on fera du Don't Starve en multijoueur aussi d'ailleurs. Il faudrait. Voilà, ouais, ça c'est. Voilà. Jouer à Don't Starve en multijoueur, c'est. Dans Star Together, meilleur jeu du monde. Voilà, c'est génial ça. Et puis c'est pas cher en plus. Non, mais non en plus, mais Clay, c'est ça qui est fou. Quoi. Acheter les jeux. jeux de chez Clay, il faut les acheter ces jeux-là. Clay étant Don't Starve, il est sorti quoi? Il a 5 ans? 6 ans, facile. Oh, au moins, oui. Et c'est un jeu qui est toujours mis à jour, qui a encore des extensions Oui, tout à fait. qui sortent. Et c'est... Bon, alors après, ils sont pas tous comme ça. Hein. Invisible Ink, le jeu, clairement, c'est moins bien vendu et tu vois qu'il est moins suivi. Moi, j'y ai joué. Alors, j'accroche pas parce que c'est pas ma cam, l'infiltration. Ah mais il est fabuleux. Mais c'est un jeu qui est incroyable aussi. Oui. C'est un jeu incroyable. Mais après, il demande pas forcément le même suivi. C'est pas un jeu... C'est la même façon. Comme je disais, tu vois, on parlait de durée de vie et d'investissement. Dans le Starve, c'est un jeu infini. Tu peux jouer des milliers d'heures et avoir encore des trucs à découvrir. Invisible Ink, une fois que tu as fait la campagne, entre guillemets, voilà, ok, tu peux recommencer une partie un peu plus dure ou te mettre des nouveaux objectifs, mais ce sera pas pareil. Oui, tout à fait. Et c'est pas grave, en soi. On s'en fout. La proposition, elle est là, et elle est super bien, et leur jeu, il est super carré, il est super bon. Pas besoin d'en faire plus. Ouais, tout à fait. Bon, écoute, je pense que ça va conclure un peu notre épisode du jour. Ouais. Bah écoute, merci, hein, c'était bien chargé pour cette rentrée, hein, il y avait pas mal de trucs à parler, encore, c'était gentil. Oui, j'ai pas parlé de jeux que j'ai joué mais qui valent vraiment pas le coup, donc je l'aborderai pas. Peut-être un plus tard. Ouais, moi j'ai joué à d'autres choses aussi cet été, là, on avait le temps, mais on en parlera plus tard dans l'année. Ouais. Voilà, on n'a même pas parlé de la Gamescom. On n'a pas parlé de... Oui. En même temps, c'est pas trop le sujet du podcast, à l'autre qui en parleront beaucoup mieux. Oui, puis on n'est pas là-bas, donc voilà. on va en parler. Ouais, non. Bon, bah écoute Bruno, merci à toi, on se retrouve le mois prochain, et puis à nos quelques auditeurs, écoutez, si c'est le matin, bonne journée à vous, si c'est le soir, une bonne soirée, une bonne nuit. Allez, à plus. Tu sais de quoi tu vas parler? Tu sais de quoi tu parles toi le mois prochain? Non, j'ai pas encore décidé, mais j'ai pas mal de trucs. Toi, ouais, je suis pareil. Bon. Ça sera la surprise. Surprise pour nous deux. Allez, ça marche. Allez, à plus. Bye.